Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info. Le gouvernement princier appelle à un regain de vigilance face au Covid. 293 nouveaux cas ont été recensés la semaine dernière en principauté. Benjamin Davido, infectiologue français, sera notre invité. C'est l'une des expos de l'été à ne pas rater. Le chat déambule sur la promenade du Larvoto. 20 sculptures en bronze qui ne laisseront personne indifférent. Son créateur, Philippe Geluck, sera avec nous. Clap de fin sur les Jeux méditerranéens, 3 athlètes monégasques étaient engagés en natation et en voile. Émilie Rousseau, notre envoyée spéciale à Oran, nous racontera. Le yachting de demain s'expose cette semaine à Monaco. 38 équipes de 20 pays participeront au 9e Monaco Energy Boat Challenge. Des solutions innovantes pour répondre aux défis environnementaux. On commence ce 19h par le tout dernier bilan sanitaire. 293 nouveaux cas de Covid dénombrés la semaine dernière. 23 personnes hospitalisées, aucune en réanimation. Le taux d'incidence est de 748 pour 100 000. Ça augmente d'une semaine à l'autre, mais ce rebond est plus contenu à Monaco qu'ailleurs. Pour en parler, nous sommes avec Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches en région parisienne. Bonsoir. Bonsoir. Ce rebond de l'épidémie est notamment lié à l'apparition d'un nouveau sous-variant. En quoi est-il différent des autres ? Écoutez, d'abord, il est 10 à 15% plus contaminant que les variants Omicron qu'on connaissait préalablement. Et il a cette particularité de pouvoir réinfecter des personnes qui ont déjà eu la maladie. Et donc, on imagine volontiers que ça représente un nombre substantiel de personnes qui peuvent se contaminer. Oui, donc plus contagieux, est-il aussi plus dangereux ? Alors, il est a priori pas plus dangereux, je dis bien a priori, parce que les données qu'on a, elles viennent de pays à l'étranger qui n'ont pas forcément vécu la même vague que notamment le reste de l'Europe, BA2, et en France plus particulièrement. Mais une des particularités, c'est que c'est presque la combinaison parfaite entre Omicron et Delta, et notamment ce qui lui confère parfois la possibilité de créer ces fameuses pertes du goût et de l'odorat qu'on connaissait au début de la Covid et qui avaient momentanément disparu. Et une des impressions qu'on a, c'est qu'il y a moins de personnes asymptomatiques et plus de personnes qui ont des symptômes et que ces symptômes sont plus proches d'une semaine en moyenne que ce qu'on connaissait, c'est-à-dire la règle qu'au bout de moins de 5 jours, si on n'a plus de symptômes, on peut se désisoler, qui est beaucoup moins fréquente avec ce variant particulièrement symptomatique. Comment expliquez-vous cette multiplication de cas ces dernières semaines ? Un relâchement avant l'été ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a le fait qu'on a envie de tourner la page et de penser à autre chose, parce qu'évidemment, il y a la saison des vacances. On nous a beaucoup expliqué que c'était une maladie de l'hiver et que à l'été, il y avait peu de risques. Et en fin de compte, on a levé d'un seul tenant dans beaucoup de pays l'ensemble des mesures, et notamment le port du masque, qui jusqu'alors avait joué un peu le rôle de barrière et qui a très bien protégé contre la grippe. Et on arrive aussi dans une période charnière où le vaccin s'épuise et l'immunité naturelle aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit aux gens, bien faites la maladie et puis ça sera terminé. On se rend compte que c'est pas aussi simple que ça et qu'on l'expliquait au début de l'interview, on peut se réinfecter. Et donc on arrive dans ces 6 mois cruciaux au milieu de l'été où le vaccin perd en efficacité. Vous l'avez dit, période cruciale. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les semaines et les mois à venir ? Alors, ce qui est inquiétant en réalité, c'est de voir apparaître un variant en plein été, alors que les prédictions expliquaient plutôt qu'on serait protégé dans la période de l'été. Et dans ce sens, ça veut dire que le virus traverse l'ensemble des saisons et qu'il est endémique. Et ça, c'est inquiétant sur le point de vue de la gestion globale, et y compris pour protéger l'hôpital durablement. On imagine volontiers qu'une maladie qui peut créer 4-5 vagues par an, c'est beaucoup plus difficile à gérer qu'une grippe qui justement va créer une vague dans l'année. Pour l'avenir, surtout, ce que ça nous dit, c'est que on va vivre avec et on va vivre longtemps. Et qu'il suffit pas de vouloir s'en débarrasser pour qu'il disparaisse, et que très clairement, la période critique, ça va être la rentrée des vacances. D'abord parce qu'il y aura eu un brassage des populations pendant la période de l'été, et aussi parce que si on fait rien pour se protéger et pour se revacciner lorsqu'on est fragile, lorsqu'on a des comorbidités, on a le droit d'être jeune et d'avoir des maladies générales, eh bien, on va arriver dans une période, la période froide, où on a plus de risques de contaminer, avec peut-être d'autres variants, qui sera plus difficile si on n'a pas instauré une campagne sérieuse de vaccination. D'ailleurs, les autorités sanitaires encouragent vivement les plus de 60 ans et les personnes fragiles à réaliser une 4e dose. C'est pour se protéger des formes graves ? Exactement. Et vous l'avez dit, c'est les plus de 60 ans et notamment les plus de 80 ans, un rappel à 3 mois, et sinon dès 6 mois pour le reste. Mais officiellement, aujourd'hui, personne n'est appelé lorsqu'on a moins de 60 ans et qu'on a des maladies générales. Alors qu'on sait que ces personnes sont d'ailleurs les plus éligibles à parfois des soins intensifs, y compris à l'hôpital, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont un pronostic de récupération plus important. Ça veut dire qu'il faut s'inscrire dans une politique globale.
Quand on se vaccine chaque année parce qu'on a des maladies générales contre la grippe à l'automne, on n'y réfléchit pas, on compte pas le nombre de vaccins. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de compter le nombre de doses, comme il faut arrêter de compter le nombre de tests, et qu'il faut s'inscrire dans une politique pérenne, puisque vivre avec, ça veut dire c'est avoir une doctrine, une nouvelle stratégie pour le futur. Vivre avec, donc, en respectant bien évidemment les gestes barrières. Merci beaucoup, Benjamin Davido, d'avoir été avec Je nous. vous en prie. Plus de 2600 tests PCR et antigéniques ont été réalisés la semaine dernière en Principauté. Cette nouvelle vague vous inquiète-t-elle? Menace-t-elle votre été? Christine Datomel et Julien Logier vous ont posé la question. Il faut faire attention lorsqu'on va dans des endroits qui sont surpeuplés avec beaucoup de monde. Il suffit de prendre les bonnes dispositions, c'est-à-dire mettre le masque, faire attention, bien se laver les mains. Pas du tout, ça ne va pas du tout me gâcher les vacances. Pas du tout, tout va très bien, on est bien, on est à l'extérieur. Non, tout va bien se passer, je pense. Je ne pense pas, avec les dernières tournées, c'est pas aussi sévère et ça va être très bien, on va passer un très bon été. Non, parce que j'ai été vacciné 3 fois et moi, personnellement, il ne m'a rien gâché du tout. Oui, parce que j'ai eu la chance, je ne l'ai pas attrapé. C'est pas le Covid qui va gâcher les vacances, je pense. C'est l'économie, je pense. Les gens vont faire plus attention à leur budget. Mais après le Covid, je pense pas. Après l'été, je pense. Après les vacances, on aura des surprises. Non, je pense pas. De toute façon, il faut vivre avec. Depuis quelques mois, l'épidémie est là tout le temps, quoi. Donc, il faut vivre avec. Voilà. Bonnes vacances à tous. Après Paris, Bordeaux, Caen et Genève, le chat déambule à Monaco. 20 sculptures de plus de 2 mètres de haut sont à découvrir sur la promenade du Larvoto. L'inauguration s'est déroulée ce soir en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le créateur du chat sera notre invité dans un instant, mais d'abord visite guidée avec Dorine Jarnias et Julien Logier. Pour la première fois, l'esplanade du Larvoto accueille une exposition temporaire. Le dessinateur belge Philippe Geluck a fait le déplacement pour l'installation et l'inauguration. Un art accessible à tous, une volonté du souverain et de la direction des affaires culturelles de l'installer ici, sur cette promenade. C'est de l'art qui parle à tout le monde, c'est l'humour. C'est une distanciation avec notre vie quotidienne et un petit clin d'œil souvent à nos travers. Et donc c'est bien de le rappeler humoristiquement. Avec 20 sculptures de bronze de plus de 2 mètres de haut, cette exposition permet de faire sortir le chat de la BD et ainsi le mettre en lumière. Ce parcours en extérieur sur cette partie touristique de Monaco permet de toucher plus de monde, une volonté du gouvernement de promouvoir la culture plus intensément. On voulait donc une exposition estivale, que le plus grand nombre puisse admirer ces sculptures. Donc le chat au bord de l'eau, c'est vrai que c'est un petit peu incompatible, mais nous l'avons fait. Et ainsi, on fait un petit peu insinuer la culture entre les grains de sable. Et je trouve que c'est intéressant que chacun puisse à la fois aller à la plage, se divertir et puis faire la connaissance avec un artiste. L'art s'implante encore un peu plus dans ce quartier du Larvoto et complète l'offre proposée par le Grimaldi Forum et le NMNM au travers de la Villa Saubert. Une exposition que résidents, salariés et touristes pourront alors admirer jusqu'au 2 octobre. Bonsoir Philippe Geluck. Bonsoir Sébastien. Le chat va donc passer tout l'été en Principauté. Première grande exposition sur la nouvelle promenade. On peut dire que c'est un chat gâté. Ah oui, on dit gâteau en italien et en espagnol. Il est gâté, il n'est pas encore gâteux. Et son auteur non plus. Non, je suis très, très heureux d'inaugurer le cycle des expositions sur cette promenade du Larvoto parce que c'est un lieu que je trouve d'une élégance absolument folle. Et si l'architecte Renzo Piano est à l'écoute, je lui adresse mes félicitations. Et on lui passera le message. Exposé à 2 pas de la plage, c'est l'occasion aussi pour vous de toucher tous les publics. Oui, c'est un lieu évidemment ouvert à tous et le principe de cette exposition est qu'elle se situe dans l'espace public, qu'elle est gratuite, qu'elle est pour tout le monde et dans chaque ville que vous avez citée où nous sommes passés, l'enthousiasme a été à son comble, les familles, les personnes seules, âgées, jeunes, les enfants, tout le monde se régale et trouve un dialogue avec ce chat qui finalement parle à tous. Oui, cette exposition a déjà attiré plusieurs millions de curieux, que ce soit en France ou en Suisse. Est-ce que vous attendiez à un tel succès et à un tel périple ?
j'avais prévu d'emmener cette exposition dans une dizaine de villes, mais vous savez, c'est un nombre qu'on donne comme ça. Vous me demanderez peut-être pourquoi 20 sculptures. C'est un nombre qu'on donne comme ça. Après, vous m'auriez demandé de vous dire combien de visiteurs, parce que vous parlez de curieux, moi je parlerai d'amateurs d'art. Et donc, on est à 6 millions de visiteurs pour cette expo, dans une période qui n'a pas été facile, puisque c'était encore le confinement et le soir à Paris, il y avait le couvre-feu. Et malgré tout, il y a eu 3 millions de visiteurs sur les Champs-Élysées. Donc c'est un succès auquel on ne s'attend pas, mais les chiffres, on les donne comme ça, 10 villes, 20 sculptures, et puis après, on essaye d'honorer sa parole. On vous connaît comme dessinateur, vous sculptez aussi depuis des années, mais là le défi était de taille, créer des sculptures en bronze de plus de 2,5 tonnes. Comment est-ce que vous avez fait ? Mais ça ne se voit pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très musclé, vous savez. Alors c'est pas moi qui les installe. Nous avons un élevage chariot élévateur. Oui, j'imagine. Mais non, en fait, la réalité, et c'est raconté dans le catalogue de l'expo ou sur l'appli qui est accessible via le QR code qui est sur chaque sculpture, que je vous recommande de charger. Elle est gratuite et elle vous raconte les 22 étapes nécessaires à la réalisation de ces monstres de bronze. Au départ, il y a une idée d'abord. Il faut que je trouve quelque chose de rigolo, de poétique, de surréaliste à dire. Je fais des croquis, puis je fais une petite maquette en fil de fer, puis je fais un squelette d'acier de 50 cm de haut sur lequel je pose de la terre. Et je réalise ma sculpture en terre glaise. C'est du modelage. Et donc, quand mon modèle est prêt, on le fait scanner, puis on le fait agrandir. Et là, il y a une équipe de 40 personnes qui prend en main la suite des opérations parce que et la magie le bronze opère. Le bronze, c'est lourd pour moi. Certaines de ces sculptures font sourire, d'autres réfléchir, comme ce chat agenouillé et accablé par une planète remplie de plastique compressé. Oui, c'est une citation au géant Atlas de la mythologie grecque. Et c'est une des sculptures qui a particulièrement parlé aux souverains, même si elle est muette. On sait son souci de la préservation des océans et de la lutte nécessaire, indispensable, contre la pollution par le plastique. Et cette sculpture, effectivement, est un cri d'alarme sur cette pollution-là. La sculpture s'appelle « On en a plein le dos ». Et c'est mon sentiment quand je vois tout le plastique qu'on gaspille tous les jours à travers la planète. Ces sculptures, elles sont à vendre et elles ne cessent de prendre de la valeur. Expliquez-nous. Alors, je les ai mises en vente pour soutenir un projet que je porte depuis quelques années, mais qui va aboutir en 2025, qui est le projet du musée du chat et du dessin d'humour qui ouvrira ses portes à Bruxelles en 2025, dans le quartier des musées à Bruxelles. Pour cela, je dois apporter, c'est un partenariat public-privé, je dois apporter 8 millions d'euros et voilà, j'avais pas la somme sur moi. Donc j'ai eu l'idée de mettre ces sculptures en vente, au départ à 250 000 euros, et je me suis engagé publiquement à ne percevoir aucun centime de bénéfice personnel sur ces ventes. Tout le bénéfice va à la cagnotte du musée du chat. Et vous êtes tout près du but ? Il y en a déjà sur les 40 modèles possibles, parce que chaque sculpture peut être dupliquée en 2 modèles numérotés, 1 sur 2, 2 sur 2. Ça reste une œuvre originale. Et 25 ont déjà trouvé acquéreur. Elles ont pris un peu de valeur, elles sont à 380 000 aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande de ne pas tarder parce que la cote risque de monter encore. Ah oui, et si, parce que je vous sens intéressé. Et si vous en achetez 3, je fais 0,5% de réduction. Là, je ne peux pas résister. Merci beaucoup, Philippe Geluck. Merci à toutes les équipes de la Principauté pour leur soutien et leur aide. Ce sera fait. Merci Philippe Geluck. Le chat déambule à Monaco. Une expo à découvrir jusqu'au 2 octobre sur la promenade du Larvoto. On va continuer de voyager direction Oran à présent pour la clôture des Jeux méditerranéens. 3 monégasques étaient en lice, le skipper Jérémy Moutou et les nageurs Claudia Verdino et Théo Druen. On fait le point avec notre équipe sur place, Émilie Rousseau, Olivier Bonello. Pour ces Jeux méditerranéens à Oran, les organisateurs avaient vu les choses en grand. Plusieurs sites de compétition ont été construits pour l'événement. D'autres ont été entièrement rénovés. C'est le cas de la piscine olympique qui a fait beau neuf à 95%. Un nouveau visage pour accueillir les nageurs méditerranéens en cette fin de programme des Jeux. Engagée sur 50 et 100 mètres brasse, Claudia Verdino a dû être forte mentalement. Diminuée physiquement par des soucis de sommeil et de récupération, ses performances n'ont pas été optimales alors qu'elle s'était préparée pour ce rendez-vous.
Franchement, je m'attendais à pire vu mon état de forme et mon état de santé actuel. Mais bon, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir malgré tout, donc ça reste une bonne course, même si c'est pas mon meilleur temps. Premiers Jeux Olympiques en 2021, premiers Jeux méditerranéens en 2022. À l'aube de ses 17 ans, Théo Druhen est toujours en quête d'expérience. Il réalise 2 prestations correctes et constantes sur 400 mètres et 1500 mètres nage libre, même s'il avait la possibilité de mieux faire. Je pense qu'il manque un peu de peps et de physique pour terminer la course. J'étais conscient que je n'allais pas faire mes meilleurs temps, mais je pensais au moins être proche d'eux. Sur 400, je suis proche, mais sur le 1500, pas vraiment. Après, je m'en sers comme base pour les prochaines courses, et donc c'est très bien. Des bassins du complexe olympique, direction les Andalouses, à une trentaine de kilomètres du centre-ville d'Oran. C'est là que se déroulent depuis une semaine les épreuves de voile. La météo capricieuse en fin de semaine a impacté le bon déroulement de la compétition. 9 manches ont pu avoir lieu sur les 11 initialement prévues. Pour sa deuxième participation à des Jeux méditerranéens, le monégasque Jérémy Moutou se classe à la 13e position. Je pense que physiquement parlant, j'ai évolué, je pense. Mentalement, j'ai aussi évolué dans le bon sens. Après maintenant, dû à ma vie professionnelle, j'ai pu passer moins de temps sur le bateau que ce que j'étais passé avant ce championnat il y a 4 ans. Je pense être un poil moins près que ce que je pouvais l'être il y a 4 ans. Mais après maintenant, on peut voir que ça a fait l'affaire. On reste à peu près sur les mêmes perfs, donc je ne suis pas mécontent. Et globalement, la Principauté peut être fière des 17 athlètes qui ont porté haut les couleurs monégasques lors de cette 19e édition. On rappelle qu'elle aura notamment été marquée par la médaille d'or de Xiao Xingyang en tennis de table, la première médaille de cette couleur de l'histoire des Jeux pour Monaco. Mike James, élu MVP de la saison par les supporters de la Roca Team, l'Américain avait déjà été reconnu par les joueurs de l'Euroleague comme le plus performant et le plus impactant sur le jeu de son équipe. La Roca Team qui évoluera la saison prochaine dans une salle Gaston Médecin réaménagée pour répondre aux standards européens. La capacité d'accueil va passer de 4000 à 5000 places. Les travaux ont commencé, exit les célèbres sièges jaunes. On y reviendra dans nos prochaines éditions. 38 équipes, 20 pays, une cinquantaine de bateaux propulsés par des énergies alternatives. Voilà résumé en quelques chiffres le 9e Monaco Energy Boat Challenge, organisé par le Yacht Club en collaboration avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, Crisinda Tomel et Orazio Gaggino. Il s'agit d'une rencontre entre les ingénieurs de demain et les constructeurs d'aujourd'hui avec un objectif en commun, développer des systèmes de propulsion alternatifs utilisant uniquement des sources d'énergie propre. Grâce à ce défi technologique, le Monaco Energy Boat Challenge permet à la jeunesse de répondre ainsi au mieux aux besoins énergétiques des industries du monde de la plaisance et du transport maritime, mais aussi de donner vie aux bateaux de ses rêves tout en propulsant la plaisance du futur. On est en plein dans la cible, c'est-à-dire que quelque part on contribue, modestement à l'industrie du yachting du futur avec ces jeunes-là. Ce yachting doit se transformer, il faut qu'il soit vu avec d'autres personnes. Vous savez, l'avenir, il appartient à ceux qui sont nés après l'an 2000, c'est eux qui vont créer le 21e siècle, c'est pas nous. Malheureusement, les Chinois qui étaient inscrits n'ont pas pu être là, mais ils sont à distance. Vous savez aussi qu'une des particularités, c'est que c'est open source, c'est-à-dire que tous les soirs, on regroupe toutes les équipes, elles échangent leurs technologies. Ça, c'est quelque chose de nouveau, elles échangent leurs technologies. Vous savez aussi qu'il y a des exposants qui sont là, parce que eux, c'est des startups ou des fois des sociétés qui sont déjà bien installées. Et puis ces équipes qui viennent du Pérou, de Chine, d'Inde, bien sûr des équipes françaises, des équipes allemandes, il y a des équipes un peu de partout dans le monde. Véritable carrefour donc entre les écoles, l'industrie et la finance, ces équipes composées de jeunes ingénieurs venus du monde entier font preuve de créativité pour faire face aux enjeux environnementaux et technologiques auxquels il est déterminant d'apporter des réponses. La compagnie SBM Offshore l'a bien compris et c'est pourquoi le groupe soutient cette démarche en participant pour la 4e fois à cet événement. Notre bateau il est principalement basé sur une fuel cell à hydrogène qui permettra de faire cette course avec une empreinte carbone très très basse.
La technologie la plus importante qu'on va présenter en tout cas dans cet événement, c'est un pontoon pour la production d'hydrogène. Donc nous, on sera capable de produire juste de l'hydrogène vert à travers de l'énergie renouvelable, donc du soleil et du solaire, juste ici, et aussi de les distribuer, comme on a fait dans la précédente édition, à des autres équipes. La recherche et le développement du yachting éco-responsable sont donc mis à l'honneur pour cet événement hors du commun qui se tiendra jusqu'à samedi au Yacht Club de Monaco. Et à noter que le Yacht Club et la SMEG vont réaliser ensemble 3 installations photovoltaïques inédites en principauté pour recharger les bateaux électriques participant à cette compétition. On passe à la météo, encore du soleil demain, Christinda. Mercredi, la journée sera lumineuse malgré quelques passages nuageux. L'ensoleillement est d'ailleurs élevé. L'usage de protection solaire est donc fortement recommandé. Côté température, le thermomètre oscillera entre 21 et 29 degrés. L'eau de mer sera bonne, elle sera à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 21h16. Demain, nous fêterons les Mariettes. Merci à Christinda. 8 juillet 1922, 8 juillet 2022, 100 ans jour pour jour après les funérailles du prince Albert Ier. Une messe sera célébrée vendredi en la cathédrale de Monaco par Monseigneur Dominique-Marie David, archevêque de Monaco. Un office à suivre en direct à partir de 10h30 sur Monaco Info. Une semaine décidément riche en événements avec 3 nouvelles expositions. On évoquait tout à l'heure le chat déambule. Il y a aussi à Christian Louboutin, l'exhibitionniste, au Grimaldi Forum, Christian Bérard, excentrique bébé, au nouveau musée national de Monaco, tout comme Newton Riviera qui se poursuit. Ça n'a pas échappé à notre photographe Mickaël Alési, dont voici les clichés. Excellente soirée sur Monaco Info. Thank you.